À Hong Kong, Taïwan ou Macao, derrière les ruelles étroites saturées par les néons, derrière les foules pressées, les marchés et les façades interminables, se cachent des sociétés bien particulières dont la tradition remonte à plusieurs siècles. Ces organisations secrètes ont traversé le temps, les guerres et les dynasties, elles ont résisté à la colonisation puis à l'exil, et elles ont même défié Mao Zedong avant de devenir l'arme secrète du Parti communiste chinois moderne. Depuis leur naissance, elles gangrènent la société chinoise, au point de défier les pouvoirs ou de nouer des alliances avec eux. Elles ont participé à faire chuter un empire et comptaient dans leur rang l'un des fondateurs de la Chine moderne. Elles sont devenues les maîtresses du trafic, de l'opium aux êtres humains, en passant par la contrefaçon. Et plus récemment, à Hong Kong, elles sont apparues matraque à la main pour violemment réprimer les mouvements démocratiques. Ces sociétés, ce sont les triades chinoises. Quelles que soient les puissances qu'elles servent, les triades n'ont qu'une seule priorité, le pouvoir et l'argent. Et ça, peu importe les moyens. Drogue, blanchiment, jeux illégaux, contrefaçon, mais aussi cybercriminalité ou même délinquance financière, les triades sont un véritable empire caché au cœur de la Chine. Elles contrôlent des usines, des casinos, des banques, des entreprises et des médias, mais plus que n'importe quelle autre mafia dans le monde, l'histoire des triades est intimement liée à l'histoire de la Chine. Actuellement, elles sont l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde, et pourtant elles restent largement méconnues. Alors aujourd'hui, laisse-moi te raconter l'histoire complètement folle des triades chinoises. Bon, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de NordVPN qui est le partenaire de cette vidéo et que je remercie 1000 fois parce qu'ils nous permettent de réaliser d'aussi jolis contenus. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on a spécialement mis en place une offre pour vous, alors écoutez bien toute l'annonce. Si tu connais pas NordVPN, ça c'est pas normal, en gros c'est un service qui est hyper pratique avec deux grandes fonctionnalités. La première, c'est une protection anti-menace. En gros, en prenant NordVPN, tu bloques les sites malveillants et ça t'empêche aussi d'ouvrir des sites frauduleux ou d'être victime d'attaques de phishing. Et en plus, ça te bloque aussi les trackers web et les pubs intrusives, et autant te dire que ça régale. Et la deuxième grande fonctionnalité, c'est que NordVPN te permet de changer d'emplacement géographique pour contourner les géorestrictions. Bon, concrètement, ça veut dire que tu peux te placer aux États-Unis par exemple pour disposer du catalogue Disney+, qui est bien plus fourni. Et à l'inverse, si t'es en vacances en Thaïlande et que tu veux regarder un truc sur MyCanal, bah hop, tu te mets en France et t'as accès à tout. Le tout est évidemment archi sécurisé et ton activité est 100% chiffrée, donc masquée. Et comme je te le disais, aujourd'hui j'ai une offre spéciale. En cliquant sur le lien en description, tu as 4 mois d'abonnement supplémentaire offert sur ton abonnement 2 ans et 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc comme ça tu peux tester et te faire ton propre avis. Encore un grand merci à NordVPN de soutenir la chaîne et maintenant on peut passer à notre histoire. Bon, comme souvent en Chine où mythe et réalité s'entremêlent, l'histoire des triades commence dans la légende. Selon la tradition, elle débute au XVIIe siècle. À cette époque-là, la Chine est dirigée par la dynastie Ming, et ce depuis le XVIe siècle. Mais en 1644, une armée venue de Mandchourie, qui est un territoire au nord de la Chine, fait tomber la dynastie Ming et installe un nouveau pouvoir, les Qing. Et face à cette nouvelle dynastie étrangère et tyrannique, une nouvelle résistance chinoise commence alors à s'organiser, notamment dans le monastère Shaolin du mont Song. Fondé au 5e siècle, ce temple c'est un haut lieu du bouddhisme et des arts martiaux, et après la chute de la dynastie Ming, des moines bouddhistes hostiles aux Qing s'y sont rassemblés pour organiser une résistance. Mais face à leur hostilité, les armées mandchoues des Qing auraient attaqué le monastère, incendié son temple et même massacré les moines. Seulement 5 d'entre eux auraient survécu. On les appelle les 5 anciens. Errant à travers la Chine, ces 5 rescapés auraient alors juré de venger la chute de la dynastie Ming et de restaurer l'ordre perdu. Et c'est comme ça qu'ils auraient fondé une première société secrète, Tian Di-Hui, l'alliance du ciel et de la terre. Alors petit aparté, dans la pensée traditionnelle chinoise, il existe en fait une troisième force qui relie la terre et le ciel, c'est l'homme. Et ensemble, ces 3 forces forment un tout indissociable, un équilibre parfait, et c'est de là que viendra plus tard le terme triade. Dès sa fondation, cette société secrète n'est animée que par un seul mot d'ordre, Fan King Fu Ming, renverser les Qing, restaurer les Ming. Et même si cette légende n'est pas totalement vraie, ça reste quand même un mythe fondateur. C'est un récit qui inscrit les triades dans une histoire sacrée, dans une mission quasi divine où la fraternité entre les membres est codifiée et ritualisée. C'est pas un simple groupe de conspirateurs,
mais c'est plutôt une confrérie dans laquelle on retrouve des serments de loyauté, des cérémonies d'initiation et des hiérarchies très strictes. Avec le temps, le Tiandihui s'est divisé en plusieurs groupes et il s'est répandu dans toute la Chine. Partout, ces sociétés secrètes recrutent des paysans, des travailleurs pauvres, des soldats qui ont déserté, mais rapidement l'idéalisme se transforme en pragmatisme. Pour assurer une résistance à la dynastie Qing et pour protéger leurs membres, les sociétés secrètes ont besoin d'argent. Et c'est là qu'elles vont recourir aux activités criminelles, au trafic, aux extorsions ou même à la contrebande. C'est ça qui fera l'ADN des triades, à la fois une légitimité politique et symbolique, mais aussi une réalité criminelle. Peu à peu, ces organisations ne se contentent plus de protéger les faibles contre le pouvoir tyrannique de la dynastie Qing. Elles organisent des trafics, elles exploitent des populations, devenant de plus en plus puissantes dans la société chinoise. Et du coup, quand les Européens commencent à s'implanter en Asie, les sociétés secrètes y voient une opportunité de gagner encore plus de pouvoir. Les Portugais, eux, vont s'installer d'abord à Macao. Mais il faut surtout attendre le 19e siècle pour que les Européens s'implantent vraiment dans la région. Les Britanniques, par exemple, prennent Hong Kong à la suite de la première guerre de l'opium qui a eu lieu entre 1839 et 1842. Et en ce début du 19e siècle, la Chine est encore un empire puissant. Elle produit surtout ce que l'Europe convoite, de la soie, de la porcelaine ou du thé. Le seul problème pour les Européens, c'est que la Chine n'a pas besoin de grand-chose en retour. Et résultat, le commerce avec la Chine est profondément déséquilibré et l'argent européen file tout simplement vers l'Asie. Pour rétablir l'équilibre, la Grande-Bretagne va trouver une solution radicale. Elle va inonder la Chine d'opium qui est produit dans ses colonies indiennes. Et à ce moment-là, les triades vont alors massivement s'impliquer dans le trafic de cette drogue, elles la distribuent, elles ouvrent des fumeries et elles s'enrichissent rapidement. En quelques années seulement, l'opium fait des ravages dans la population chinoise. Cette drogue affaiblit toute la société, elle inverse complètement l'équilibre commercial avec les Britanniques et elle vide les caisses de l'État chinois. Face à cette crise, l'empereur chinois est obligé de réagir. Et en 1839, il décide d'interdire le commerce de l'opium en Chine. Tout simplement. Et c'est cette décision qui va conduire les Britanniques à déclarer la guerre. Pour défendre ses profits, le Royaume-Uni envoie sa flotte, écrase les forces chinoises, bombarde les ports et finit par imposer sa loi. Le traité de Nankin, qui met fin à la guerre de 1842, est une humiliation. La Chine est contrainte d'ouvrir plusieurs de ses ports au commerce occidental, de rétablir le commerce de l'opium, et elle est même obligée de céder un petit territoire côtier aux Britanniques, Hong Kong. Et dans ce chaos, les triades trouvent un nouveau terrain fertile. Hong Kong devient très vite un port franc, un lieu de commerce sans entrave et sans douane. Les Britanniques y imposent leurs lois, mais seulement pour garantir la fluidité du commerce. Tout ce qui se joue derrière, dans les ruelles, dans les bas-fonds, les Britanniques n'y prêtent pas attention, tant que ça ne menace pas la prospérité du port en fait. Hong Kong, c'est donc un refuge idéal pour les triades. Elles s'y installent naturellement et elles apportent avec elles leur réseau de trafic et leur savoir-faire en matière de contrebande, de prostitution ou d'extorsion. Très vite, elles contrôlent une partie des quartiers chinois et font de Hong Kong un lieu d'expansion qui les mettra au cœur de l'histoire coloniale et criminelle de l'Asie. D'ailleurs, j'en profite, si t'aimes bien cette vidéo et puis tout le contenu qu'on propose, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et puis nous, ça nous soutient de fou. Bon, après ça débâcle dans la guerre de l'opium, la dynastie Qing est affaiblie et elle est de plus en plus contestée. Et les triades, qui sont nées comme des sociétés de résistance à ce pouvoir, se posent donc tout naturellement en acteurs des mouvements de contestation. Et tout ça va déboucher sur des soulèvements et des révoltes contre le pouvoir chinois, dont le plus spectaculaire reste la révolte des Taiping entre 1850 et 1864. Dirigée par un prophète mystique qui s'appelle Hong Xiuquan et qui se proclamait frère cadet de Jésus-Christ, cette insurrection a failli renverser la dynastie Qing. Elle mobilisa des millions de paysans et constitua un véritable État parallèle avec son armée, son administration et sa capitale à Nankin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les triades vont profiter de cette révolte pour renforcer leur pouvoir, attirer plus de membres et même créer leur propre milice armée. Mais cette guerre, elle est aussi d'une violence inouïe. 20 à 30 millions de morts, c'est l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Bon, les Taiping sont finalement vaincus et la guerre laisse l'Empire chinois dans un état catastrophique. Le pouvoir des Qing n'a en fait jamais été aussi faible, mais les triades, elles, en sortent renforcées. Mieux organisées, mieux armées, mieux implantées dans les provinces du Sud, elles sont maintenant capables de se mêler aux affaires politiques de la Chine. Et avec les organisations clandestines de grande échelle, elles deviennent des alliées précieuses pour les révolutionnaires chinois
qui sont désireux de mettre un terme définitif à la dynastie Qing. Et justement, parmi ces révolutionnaires, il y a un nom incontournable, Sun Yat-sen. Lui, il a fondé un parti révolutionnaire nationaliste dont le but est de renverser l'Empire pour proclamer une république. Exactement ce que veulent aussi les triades. Et donc naturellement, ces dernières vont apporter un soutien armé et financier déterminant au mouvement nationaliste. D'ailleurs, le rapprochement est assez logique puisque Sun Yat-sen a lui-même été un membre des triades dans sa jeunesse. Et finalement, grâce à ce soutien précieux, la révolution finit par éclater en 1911 et met fin une bonne fois pour toutes à la dynastie Qing et à l'Empire chinois. Sun Yat-sen devient alors le père fondateur de la République de Chine. Bon, dès sa naissance, la jeune république établit des liens étroits avec les triades qui deviennent des forces locales incontournables. Dans l'ombre, les triades deviennent même le bras armé de ce qu'on appelle le Kuomintang, qui est le parti politique de Sun Yat-sen. Elle participe à l'intimidation des opposants, au financement des campagnes politiques, ou même aide à mater les révoltes contre le nouveau pouvoir. Dis-toi que dans certaines villes, les triades sont plus puissantes que l'administration elle-même. À Shanghai par exemple, la plus grande ville de Chine à l'époque, qui était partiellement contrôlée par les Britanniques et les Français, une triade domine toutes les autres, la Bande Verte. Cette Bande Verte, elle était dirigée par un certain Du Yuesheng, qu'on appelle aussi Du les Grandes Oreilles. Elle impose son monopole sur le trafic d'opium, sur la prostitution, sur les jeux, sur le racket. Et sa puissance est telle qu'elle est capable de se doter d'une milice armée de plusieurs milliers d'hommes pour assurer sa sécurité et celle de son business. Alors entre-temps, en 1925, Sun Yat-sen meurt et laisse sa place à Chiang Kai-shek. Et lui aussi, il comprend vite l'intérêt que représentent les triades, et il va très vite nouer des alliances avec la Bande Verte par exemple. Il le fait parce qu'à Shanghai notamment, le parti communiste chinois qui est hostile à Chiang Kai-shek prend du pouvoir. Dis-toi qu'en 1927, les communistes se soulèvent et prennent le contrôle de la ville. Et c'est là que Chiang Kai-shek a été smart, parce qu'il va s'appuyer sur la Bande Verte et sa milice armée pour lancer une attaque généralisée contre les communistes. Cette attaque, elle donne lieu le 12 avril 1927 au massacre de Shanghai, un bain de sang durant lequel près de 5 à 10 000 communistes vont être exécutés. En récompense à cela, Chiang Kai-shek nomme Du les Grandes Oreilles, donc le chef de la Bande Verte, général de division. Il devient aussi par exemple président de la bourse de Shanghai. Et ça marque un véritable tournant. Les triades ne sont plus alors seulement tolérées, elles s'intègrent au jeu du pouvoir et leur force de frappe et leur réseau en font des alliés incontournables du pouvoir chinois. Bon, tout ça c'est bien beau pour Chiang Kai-shek, mais quand même il y a un truc qu'il n'avait pas prévu après le massacre de Shanghai. Les communistes sont loin d'avoir disparu et au contraire même, ils vont finir par se renforcer, notamment grâce à l'arrivée de leur nouveau leader, Mao Zedong. Mao, lui, il va avoir une stratégie différente de ses prédécesseurs. Il va pas s'appuyer sur les ouvriers, mais il préfère enrôler les masses paysannes au cœur des terres agricoles chinoises. Et c'est là-bas qu'il va y lever une armée, l'armée révolutionnaire des travailleurs et des paysans, et c'est là aussi qu'il lance de grands soulèvements contre le pouvoir du Kuomintang de Chiang Kai-shek. C'est tout simplement le début de la guerre civile chinoise qui commence en 1927 et qui se terminera après la Seconde Guerre mondiale. Mais en plus de ça, le gouvernement chinois doit aussi faire face à une autre menace. Parce qu'en 1931, un nouveau front s'ouvre en Chine contre les troupes japonaises qui envahissent la Mandchourie. On se retrouve donc dans un double conflit à la fois contre les communistes d'un côté et puis les japonais de l'autre. Et dans cette double guerre, les triades, fidèles à leurs protecteurs, soutiennent encore Chiang Kai-shek. Mais cette fois-ci, les menaces sont trop grandes. La guerre contre le Japon, par exemple, sera particulièrement intense jusqu'en 1945 et elle fera entre 4 et 10 millions de morts côté chinois. Chiang Kai-shek en ressort affaibli, là où Mao Zedong voit son prestige grandir. Et en septembre 1949, la victoire des communistes est totale et le 1er octobre, Mao Zedong proclame la création de la République populaire de Chine. C'est la grosse défaite pour le Kuomintang et Chiang Kai-shek. Ces 2 millions de partisans se replient alors sur l'île de Taïwan pour préparer la revanche contre les communistes. Et dans le même temps, le parti communiste lance une répression massive pour éradiquer la corruption. Les triades sont pourchassées, leurs membres sont emprisonnés et même exécutés. Et résultat, elles n'ont qu'une solution pour survivre, l'exil.
Elles vont se replier alors sur les territoires qui échappent encore au nouveau pouvoir communiste, c'est-à-dire Hong Kong, Macao et surtout Taïwan. Et c'est là, dans ces refuges, que les triades vont petit à petit renaître et s'adapter à un nouveau monde. La victoire des communistes de Mao Zedong bouleverse complètement l'équilibre de la Chine. Pour les triades, l'heure est à la survie, impossible de rester sur le continent sous l'œil impitoyable du parti communiste. Il faut donc partir. À Taïwan d'abord, les triades se mettent au service de la dictature installée par Chiang Kai-shek. Pour imposer son régime autoritaire à la population locale, le chef du parti nationaliste continue de s'appuyer sur la bande verte. Arrestations massives, exécutions d'opposants, surveillance généralisée, loi martiale, Chiang Kai-shek utilise les triades comme un instrument de répression contre toute forme de dissidence. C'est ce qu'on appelle la terreur blanche, une période d'oppression politique qui durera près de 4 décennies et qui fera des dizaines de milliers de victimes. Taïwan devient la terre d'accueil des millions de Chinois qui veulent fuir le régime communiste. Et parmi eux, on retrouve beaucoup de réfugiés déboussolés, sans repères, sans ressources, et donc faciles à enrôler dans la mafia. Et c'est dans ce terreau fertile que beaucoup de nouvelles triades vont voir le jour. C'est par exemple le cas de Bamboo Uni, dont on va parler plusieurs fois dans le chapitre. C'est une organisation qui va devenir l'une des plus puissantes de toute l'Asie et qui joue un rôle déterminant dans la terreur blanche installée par Chiang Kai-shek. Des documents longtemps restés cachés prouvent par exemple que les membres de Bamboo Uni étaient employés par des agences gouvernementales taïwanaises, notamment le Bureau de la Sécurité Nationale, qui était la principale agence de renseignement de Taïwan. Mais de l'autre côté de la mer, un autre territoire devient également un sanctuaire pour les triades. Depuis 1949, Hong Kong, qui est toujours une colonie britannique, devient leur second bastion. Plus ouverte que la Chine communiste ou que la dictature taïwanaise, Hong Kong devient peu à peu un lieu idéal pour les triades. Ici aussi, les réfugiés affluent par centaines de milliers, et parmi eux, les organisations criminelles recrutent sans relâche. Bon, la plus puissante des triades hongkongaises devient rapidement la 14K. À l'origine, la 14K a été formée en 1945 par Kok Siu Wong, un général de Chiang Kai-shek. C'était un groupe paramilitaire qui avait pour objectif la lutte anticommuniste. Et après la défaite de 1949, le groupe s'installe à Hong Kong pour préparer la revanche contre le régime de Mao. Mais en 1953, Kok Siu Wong meurt et la 14K se tourne plutôt vers des activités criminelles et ils deviennent rapidement un pilier du crime organisé. Raquettes, blanchiment, trafic d'héroïne et d'opium, jeux d'argent, la 14K devient progressivement un empire caché, rejoint par d'autres triades, elles aussi surpuissantes, comme par exemple la Sun Yi-on ou bien la Wo Xing Wo. Pour te donner une idée, dans les années 50, on estime que 500 000 personnes travaillent de près ou de loin avec les triades de Hong Kong sur une population de 4 millions de Hongkongais. Et à mesure que Hong Kong se développe, le pouvoir des triades grandit, tout comme leur emprise sur la société. Et puis pendant ce temps, le pouvoir colonial britannique ferme complètement les yeux. Tant que l'ordre est maintenu, tant que les affaires tournent bien, les triades sont libres de prospérer dans les bas-fonds ou dans les marges de la perle d'Orient. Résultat, le pouvoir britannique finit par être dépassé par le pouvoir des triades. Les marchés immobiliers sont truqués, les entreprises sont rachetées, la contrebande et les trafics de drogue atteignent des échelles encore jamais vues. Sans forcément le remarquer, chaque aspect de la vie des Hongkongais est géré par les triades. Les restaurants leur appartiennent, les boutiques, les cinémas, les hôtels, mais aussi les lignes de bus, les médias, les journaux, tout à Hong Kong est contrôlé par la mafia. Même la police, elle est structurellement corrompue pour assurer la sécurité de leur business. Et en accumulant toute cette puissance, forcément ça donne des envies encore plus grandes. Et c'est comme ça que les triades exportent leur réseau vers l'Asie du Sud-Est, vers les Philippines, la Malaisie, à Singapour même, et puis vers l'Amérique du Nord et même l'Europe. Pendant les années 60 et 70, la 14K, Sun Yi-on ou même Bamboo Uni s'implantent dans les Chinatown de New York, de San Francisco, de Los Angeles et même de Vancouver. Elles y assurent l'emploi et la protection de milliers d'immigrés chinois, elles organisent la contrebande et elles inondent l'Occident d'héroïne à une échelle industrielle. Désormais, les triades ne sont plus seulement une affaire chinoise, elles deviennent tout simplement un acteur du crime globalisé. C'est d'ailleurs aux États-Unis que le sort des triades va connaître un tournant.
Le 15 octobre 1984, près de San Francisco, l'écrivain et journaliste dissident taïwanais Henry Liu est assassiné chez lui par des membres de Bamboo Uni. Aux États-Unis, le scandale est immense après ce meurtre commis sur son propre sol. Les autorités américaines font donc pression sur Taïwan pour que les commanditaires de ce meurtre soient arrêtés. Et à leur retour sur l'île, les deux assassins sont arrêtés par les autorités taïwanaises, ainsi que Chen Shili, dit Canard Sec, qui n'est autre que le chef de Bamboo Uni. Mais Canard Sec va faire des révélations accablantes. Dans une cassette audio enregistrée avant le meurtre d'Henry Liu, le chef de Bamboo Uni affirme que cet assassinat a été commandité par les services secrets taïwanais eux-mêmes. C'est eux qui lui ont demandé de tuer le traître Henry Liu. À Taïwan, ces révélations font l'effet d'une bombe. Pour la première fois, le monde découvre que les triades ne sont pas seulement tolérées par le régime nationaliste, mais qu'elles travaillent main dans la main avec lui jusqu'à assassiner des opposants politiques à l'étranger. Et face à ce séisme, les autorités taïwanaises sont obligées d'agir. Les commanditaires de l'assassinat d'Henry Liu à la tête des services secrets sont arrêtés. Et le régime dictatorial installé par Chiang Kai-shek 35 ans plus tôt est alors sur le point de vaciller. Acculé, Chiang Ching-kuo, le président taïwanais, est obligé d'assouplir le régime qu'il hérita de Chiang Kai-shek. Gros changement, en 1987, la loi martiale installée 38 ans plus tôt est enfin levée. Les partis politiques d'opposition deviennent autorisés et des élections libres viendront même définitivement mettre fin à la dictature taïwanaise. Sans le vouloir, Bamboo Uni aura donc fait tomber le régime de Chiang Kai-shek qui est l'allié historique des triades. Et si Taïwan est sur le point de rentrer dans une nouvelle ère, Hong Kong et Macao s'apprêtent eux aussi à connaître un bouleversement majeur. Ces territoires, restés aux mains des puissances coloniales depuis le 19e siècle, doivent bientôt revenir aux mains de la Chine. Parce que le bail qui liait Hong Kong au Royaume-Uni est censé prendre fin en 1997. Et à Macao, les Portugais n'ont plus vraiment les moyens d'entretenir cette enclave lointaine et ils prévoient donc de restituer ce territoire à la Chine en 1999. Ces rétrocessions, elles bouleversent l'équilibre. Pendant près d'un siècle, Hong Kong et Macao avaient été des zones grises où les autorités coloniales toléraient la corruption et les activités criminelles des triades. Mais avec ces rétrocessions, ces sanctuaires repassent sous la coupe de la Chine communiste. Et pour les triades, c'est une nouvelle épreuve de survie. À ce moment-là, deux choix s'offrent à elles. Soit s'opposer au parti communiste chinois, mais donc prendre le risque d'être éradiqué, ou bien chercher des arrangements, un pacte, une alliance paradoxale avec leur ennemi de toujours. Mais depuis 1949, la Chine a quand même beaucoup changé. Mao Zedong est maintenant loin, et il se pourrait bien que le Parti communiste chinois et les triades aient des intérêts communs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début des années 90, Hong Kong vit dans l'attente. En 1997, le territoire doit revenir sous souveraineté chinoise et tout le monde se demande ce que ça signifiera vraiment. Qu'en sera-t-il des habitants, des élites financières, mais surtout, qu'en sera-t-il des triades ? Bon, avant de passer la main, les Britanniques décident de frapper un grand coup. Ils savent très bien que les triades ont gangréné la colonie à tous les niveaux, qu'elles contrôlent des quartiers tout entiers, les trafics, les médias et même certaines banques. Donc pour laisser un territoire propre à Pékin, mais surtout pour s'assurer une passation de pouvoir au calme, Londres décide de lancer une offensive anti-triade. Les effectifs de police sont renforcés, des lois anti-triades sont adoptées et des arrestations massives ont lieu. Le but, il est très clair, réduire l'influence visible de la mafia sur la société avant la rétrocession. Et là, c'est la première fois que la mafia de Hong Kong est inquiétée de la sorte. Le seul problème pour les Britanniques, c'est que la puissance des triades s'avère encore plus grande que ce que les autorités le pensaient. Les triades affaiblies se font plus discrètes, oui, mais elles sont loin d'être éradiquées. Elles s'adaptent et vont même jusqu'à transformer les peines de prison en business en payant des employés pour aller en prison à la place de certains cadres. Côté chinois, la situation elle est assez délicate. Pékin ressort secoué par les manifestations de la place Tiananmen en 1989 qui demandaient des réformes politiques et démocratiques. Le mouvement va prendre fin dans une répression violente et dans des massacres de civils, ce qui va provoquer une condamnation générale du gouvernement chinois. Le régime chinois sait donc pertinemment qu'il est perçu comme une dictature brutale et que Hong Kong et Macao, avec leur tradition de liberté civile, ne voient pas ces rétrocessions à venir d'un très bon œil. À Hong Kong, typiquement, des millions de gens manifestent, craignant que la rétrocession soit synonyme de fin des libertés. Et pour rassurer, la Chine promet un principe, un pays, deux systèmes.
En clair, la Chine s'engage à respecter les systèmes démocratiques. Hong Kong gardera ses lois, son système judiciaire et ses libertés. Mais en fait, Pékin est surtout pragmatique. Le Parti communiste chinois sait qu'il existe un acteur que ni la couronne britannique ni les autorités hongkongaises ne contrôlent vraiment, ce sont les triades. Et donc dès le début des années 90, des émissaires du Parti communiste chinois entrent en contact avec les chefs des triades. Le message est simple, au moment du retour de Hong Kong à la mère patrie, Pékin ne veut pas de chaos. Les triades n'ont pas à devenir des alliés, mais elles doivent au moins garantir leur neutralité. Et en échange, leurs activités ne seront pas inquiétées. C'est un marché tacite, mais essentiel. En fait, le pouvoir chinois comprend surtout que pour maintenir l'ordre, il faut composer avec ses forces souterraines. Et finalement, la rétrocession de 1997 a lieu dans un contexte assez pacifique. Désormais, les chefs mafieux peuvent continuer de gérer leurs affaires, à condition de rester discrets. Bon, à Macao, où la rétrocession est censée avoir lieu 2 ans plus tard, la situation est bien différente, mais surtout bien plus explosive. Ici, ce sont les casinos qui ont fait la prospérité des triades. Interdits partout ailleurs, la colonie portugaise vit sur ce monopole et les organisations mafieuses s'y affrontent pour contrôler les tables de jeu, les boîtes de nuit, le blanchiment d'argent et les trafics annexes. Un homme y règne même par la terreur sur le secteur, c'est Wan Kwok Koi, surnommé Dancassé. Et lui, c'est le chef de la puissante 14K dont on a parlé un peu tout à l'heure. Mais dans les années 90, Macao est traversé par une violente guerre de territoire. La 14K est concurrencée par la Shui Fong, une organisation originaire de Hong Kong qui aimerait bien mettre la main sur les casinos de Macao. La guerre que se livrent alors les deux triades est extrêmement violente. Assassinats en pleine rue, fusillades, enlèvements, les autorités portugaises sont très largement dépassées, mais en 1998, elles parviennent à arrêter Dancassé. Mais en représailles, la 14K organise une série d'attentats à la voiture piégée. En fait, cette fois-ci, la violence va trop loin. Et Pékin décide de faire intervenir ses forces de sécurité avant même que la rétrocession de Macao soit effective. Et même si cette décision va à l'encontre des accords qui ont été signés avec le Portugal, la population de Macao, qui en a marre des violences des triades, soutient l'intervention chinoise. Et finalement, la rétrocession de Macao à la Chine a lieu le 20 décembre 1999 dans un calme relatif. Dancassé sera finalement condamné à 15 ans de prison. En fait, le message est clair, la Chine ne tolérera pas la violence des mafias. Tu l'as compris, après les rétrocessions, c'est une nouvelle ère qui commence. Fini la complaisance coloniale, il faut maintenant composer avec un régime autoritaire qui n'hésite pas à réprimer dans la violence. L'ancien ennemi communiste est devenu un partenaire obligatoire pour les triades. Si elles veulent perdurer, il faut jouer selon les règles de Pékin. Et dans cette situation, la concurrence entre les organisations mafieuses devient plus rude. Mais pas question pour elles de retomber dans des guerres ouvertes comme à Macao. Il faut donc changer de méthode ou de secteur. Maintenant qu'elle s'est ouverte à eux, les triades vont commencer à s'implanter dans la Chine continentale. À Shenzhen par exemple, dans la banlieue de Hong Kong mais côté chinois, elles sont autorisées à investir, que ce soit dans l'immobilier, les transports ou même les hôtels. Bon, évidemment, le Parti communiste chinois continue de les surveiller, mais l'esprit d'entreprise et les investissements qu'apportent les triades sont appréciés. La Chine leur offre de nouvelles perspectives, c'est le pays qui joue le rôle d'usine pour le reste du monde quand même. Donc les triades vont s'impliquer dans la production textile, dans l'électronique, ils gèrent des usines entières, des circuits de logistique ou d'import-export. Shenzhen et les villes du delta de la rivière des Perles deviennent des bases arrières idéales dans lesquelles on fabrique des marchandises légales, mais dans lesquelles on gère la contrebande et où on y blanchit de l'argent issu du trafic de drogue. Peu à peu, les triades s'éloignent de l'image de gangsters de rue qu'elles avaient jusqu'alors, elles deviennent des investisseurs intégrés au nouveau capitalisme chinois. Leurs chefs sont maintenant des hommes d'affaires, à la fois craints et respectés. Ce changement de camp coïncide aussi avec la démocratisation de Taïwan. Avec la chute de la dictature quelques années plus tôt, les triades, jusque-là alliés du régime, deviennent des cibles prioritaires. Grâce à un nouvel appareil judiciaire, leurs réseaux sont traqués et les chefs mafieux sont arrêtés. Résultat, de nombreux groupes criminels préfèrent déplacer leurs capitaux et leurs activités en Chine continentale, où, comble de l'ironie, l'environnement leur est bien plus favorable. Pendant plus d'une décennie, les triades ont donc prospéré sur le sol chinois. Profitant de son rapprochement avec le Parti communiste, de la croissance économique du pays et de l'explosion de Macao qui devient la capitale mondiale du jeu, les triades engendrent des bénéfices colossaux. Leur influence dépasse largement les frontières de la Chine et se retrouve dans la diaspora chinoise du monde entier, qu'elle soit en Europe, en Amérique du Nord ou bien en Australie. Mais à force, tout ça, ça a un coût.
De plus en plus, l'argent de la mafia inonde la vie politique chinoise. À Hong Kong et Macao, la corruption explose et certains responsables politiques sont directement accusés d'être financés par les triades. Même au niveau de la population, la criminalité et la violence commencent à se faire sentir. La mafia redevient donc un danger pour le Parti communiste chinois. Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir une nouvelle figure, un homme ambitieux avec une ascension politique rapide, un prince rouge, c'est-à-dire un descendant d'un haut dirigeant du Parti communiste chinois proche de Mao Zedong. Le 15 novembre 2012, Xi Jinping devient secrétaire du Parti communiste chinois. Et dès sa prise de fonction, le nouveau leader de la Chine l'annonce, il sera impitoyable avec la corruption. Tiens, si t'es arrivé jusque là, j'en profite pour te dire de poser ton petit like sur cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2012, Xi Jinping annonce son intention de mener une guerre contre les tigres et les mouches. Il s'agit d'une vaste politique anti-corruption menée à l'intérieur même du Parti communiste chinois pour éradiquer toute forme de corruption au sein des élites et rétablir la confiance envers les institutions. Même si dans un premier temps elles ne sont pas visées, les triades deviennent une cible indirecte. En frappant les élites politiques corrompues, Xi Jinping attaque indirectement les réseaux mafieux qui voient certains de leurs relais politiques tomber. Plusieurs responsables politiques sont arrêtés, les flux financiers sont surveillés et les casinos sont mieux contrôlés. En bref, c'est le début d'une nouvelle phase en Chine où la tolérance d'hier se transforme en méfiance constante. Une nouvelle fois, les triades vont devoir s'adapter si elles ne veulent pas disparaître. Pour survivre, il faut donc se rendre utile, et ça tombe bien parce que Xi Jinping, malgré sa lutte contre la corruption, pourrait bien avoir besoin des triades. Dans les années qui suivent sa prise de fonction, Xi Jinping est animé par un vieux rêve, la réunification de la Chine. Pour le Parti communiste chinois, la réunification de la mère patrie est une mission historique, et encore plus pour Xi Jinping qui en a fait un objectif stratégique. Pour lui, la Chine ne sera complète que lorsque Taïwan sera revenu dans le giron chinois et que la guerre civile chinoise prendra fin. Et dans ce rêve d'une seule Chine, le cas de Hong Kong est différent mais obéit à la même logique. Depuis 1997, l'ancienne colonie britannique bénéficie d'un statut d'autonomie, le fameux « un pays, deux systèmes » qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour Pékin, laisser prospérer une enclave démocratique et contestataire sur son propre territoire, c'est impensable. Le Parti communiste a toujours fait de la stabilité politique une obsession. La contestation y est donc vue comme une menace existentielle impossible à accepter. Et c'est donc dans ce contexte que les triades ont leur rôle à jouer. Face à la montée de la contestation démocratique à Hong Kong et à l'affirmation de Taïwan comme une démocratie indépendante, les triades deviennent progressivement un outil officieux de la répression chinoise. En 2019 par exemple, Hong Kong est secoué par un immense mouvement de contestation. Et tout a commencé par un projet de loi du gouvernement qui réforme la justice hongkongaise au profit de la Chine continentale. Beaucoup y voient alors une menace directe contre l'autonomie judiciaire et rapidement la contestation prend de l'ampleur et se transforme en mouvement pro-démocratie massif. C'est là que les triades interviennent, voyant dans ces manifestations l'occasion de donner des gages de loyauté à Xi Jinping. La police de Hong Kong est alors complètement dépassée par les manifestations et ne parvient pas à rétablir l'ordre. Des centaines d'hommes habillés en blanc, armés de bâtons et de barres de fer vont alors se mettre à violemment attaquer les manifestants. Et rapidement, ces hommes sont identifiés comme appartenant à la puissante organisation des Wo Shing Wo. Mais ce qui choque encore plus, c'est l'attitude de la police de Hong Kong qui n'intervient pas et qui laisse volontairement les triades intimider les manifestants. Beaucoup y voient une collusion implicite, une manière pour Pékin de casser le mouvement démocratique tout en gardant officiellement les mains propres. D'ailleurs, déjà en 2014, lorsque la Chine avait voulu limiter la portée du suffrage universel hongkongais, des manifestations pro-démocratiques avaient éclaté dans ce qu'on appelle la révolution des parapluies. Et ici aussi, les triades avaient été utilisées pour s'en prendre aux manifestants ou à des journaux pro-démocratie. Et finalement, en juin 2020, la loi sur la sécurité nationale s'est imposée à Hong Kong. Officiellement, elle vise la lutte contre la sécession, contre la subversion et le terrorisme, mais en réalité, elle permet surtout d'interdire les partis politiques d'opposition, d'arrêter des leaders du mouvement démocratique et de placer Hong Kong sous le contrôle direct du gouvernement chinois. En conséquence, les grandes manifestations ont disparu, la presse a été muselée et le système « un pays, deux systèmes » a été enterré. Avec l'aide des triades, la loi de Pékin s'est imposée. Et comme au temps de Dou les grandes oreilles à Shanghai, les triades se sont mises au service de l'oppression.
Et pendant ce temps, à Taïwan, à l'heure où Xi Jinping annonce vouloir reprendre l'île, l'emprise des triades devient là aussi stratégique. Plusieurs enquêtes ont montré qu'elle participe à des campagnes de désinformation, à des financements occultes de partis politiques pro-Pékin, ou même à des actions de rue qui visent à intimider la population taïwanaise. Chang Han-yo, dit Loup Blanc, l'un des chefs de Bamboo Uni, impliqué dans le meurtre de Henry Liu, a même fondé un parti politique à Taïwan, le CUPP, Parti pour la promotion de l'unification chinoise. Son but, il est de déstabiliser politiquement Taïwan au profit de la Chine et de couvrir les activités criminelles de Bamboo Uni sous la couverture d'un parti politique. Un dispositif qui s'inscrit dans la stratégie chinoise de l'unification pacifique, qui veut éviter la guerre ouverte en utilisant l'influence économique, culturelle, mais aussi criminelle pour affaiblir Taïwan de l'intérieur. Les triades sont donc devenues un rouage de la politique expansionniste de Xi Jinping. Bien plus que de simples réseaux criminels, elles sont maintenant des outils hybrides entre mafia et politique, entre économie souterraine et stratégie d'État. Mais leur rôle ne s'arrête pas au rivage chinois. Les triades ont exporté leur influence bien au-delà de l'Asie, en Europe, en Afrique, mais surtout en Amérique du Nord. Lobbying, déstabilisation politique, trafic, espionnage, il semblerait qu'elles aient aussi un rôle à jouer dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Depuis quelques années par exemple, ce sont elles qui inondent le marché américain avec une nouvelle drogue dévastatrice, le fentanyl, qui est un opioïde de synthèse responsable d'une crise sanitaire sans précédent. Nés dans le tumulte des guerres de l'opium que les Occidentaux ont répandu sur toute la Chine, les triades semblent aujourd'hui mener leur propre guerre du fentanyl, comme une revanche séculaire, un écho tragique à ce passé qui les a vus naître, une boucle pas encore totalement bouclée. Des temples secrets de la Chine impériale au gratte-ciel de Hong Kong, de l'opium au fentanyl, de la guerre contre le régime communiste à l'alliance avec l'ancien ennemi, les triades n'ont donc jamais cessé de se réinventer. À chaque changement de régime, à chaque bouleversement que la Chine a connu, elles ont trouvé le moyen de survivre et même de prospérer. Et aujourd'hui, les triades ne sont plus de simples mafias, elles sont le miroir des failles du pouvoir chinois, mais aussi de la mondialisation. Un acteur de l'ombre qui sert ses propres intérêts, mais aussi ceux d'un État prêt à instrumentaliser leur influence. Mais l'histoire n'est pas figée. Si les triades ont su s'adapter, elles se retrouvent encore aujourd'hui face à un défi de taille. Dans un monde hyper connecté où les flux financiers et les trafics circulent toujours plus vite, jusqu'où peuvent-elles aller sans s'exposer? Mais surtout, jusqu'où la Chine acceptera-t-elle de les utiliser avant de les craindre à nouveau? Avant qu'elles ne redeviennent quelque chose à combattre? L'histoire des triades, c'est en fait l'histoire d'une longue survie dans les interstices du pouvoir. À l'heure où la Chine s'affirme, une question reste donc ouverte. Dans ce bras de fer millénaire entre crime et politique, qui, à la fin, utilisera vraiment l'autre?